Benjamin Lachkar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu dans ce studio de studioqualita.com ce matin pour nous parler de Binyamin Netanyahou. Vous êtes, je le rappelle, membre du comité central du Likoud. Alors, on va parler avec vous, bien entendu, des enquêtes autour du Premier ministre. Et pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 heures, on a appris que Binyamin Netanyahou allait être interrogé aujourd'hui, à nouveau, pour la 5e fois, par les enquêteurs de la police. Alors, la question que l'on se pose toujours lorsque Binyamin Netanyahou est sous le coup d'une enquête et interrogé par des enquêteurs de la police, c'est savoir jusqu'à quel point le Likoud, son parti, soutient Binyamin Netanyahou et jusqu'à quelle échéance il le soutiendra. Le Likoud est derrière Netanyahou jusqu'au bout. Si un jour, ce que je ne pense pas qu'il arrivera, mais si un jour il est condamné par la justice, alors évidemment, le Likoud ne le soutiendra plus. Mais en attendant, tant qu'il n'est pas condamné, c'est la loi. Le Premier ministre peut continuer à exercer jusqu'à qu'il soit condamné. Il sera soutenu par le Likoud jusqu'au bout. Parce que vous le savez probablement, puisque vous vous intéressez à la politique israélienne, il y a eu des précédents. Lorsque Ehud Olmert a été soupçonné donc, de corruption, ce n'est pas la justice qui a provoqué sa démission, mais ce sont les membres du parti en particulier, ou même également à l'extérieur, avec Ehud Barak qui était membre de la coalition gouvernementale. Mais c'est Tzipi Livni elle-même qui a on va dire, creuser la tombe politique d'Ehud Olmert en lui demandant de démissionner. Donc finalement, est-ce qu'un cas de figure comme ce qui s'est produit avec Kadima il y a quelques années peut se reproduire dans le contexte du Likoud aujourd'hui ? Je ne pense pas. D'abord, Olmert était extrêmement impopulaire dans la population. Il avait en plus, c'est pas à cause de ses affaires, mais en plus avec ses affaires, ça n'arrangeait rien. Et c'était un geste de survie de la part de Kadima pour continuer à exister. C'est la seule raison pour laquelle ils se sont débarrassés d'Olmert. En plus, Livni évidemment voulait son poste, ce qu'elle a eu, et ce qui ne l'a pas beaucoup aidé pour la suite. Mais c'est vraiment des raisons de pure politique. En plus, on part d'affaires qui étaient beaucoup plus sérieuses dans le cas d'Olmert, de vraie corruption. Les affaires qui concernent Netanyahou sont des plaisanteries. Alors justement, c'est-à-dire comment lorsqu'on parle, on va dire, entre les membres du comité central du Likoud, comment on analyse un peu ce qui se passe? C'est des affaires 1000, 2000 pour lesquelles le Premier ministre va être interrogé aujourd'hui. 1000, je rappelle pour nos auditeurs, c'est l'affaire des cadeaux que Binyamin Netanyahou et son épouse auraient reçus de la part d'Arnon Milchan, un producteur hollywoodien américain, juif américain et israélien de nationalité qui a fourni pendant apparemment une longue période le Premier ministre et son épouse en cigares, en champagne. Tout cela ne sent pas très bon, mais qu'est-ce qu'on en dit lorsque on parle de cela dans les couloirs du Likoud ? Bon, on n'en parle pas tant que ça parce que c'est pas quelque chose qui intéresse. On parle plus de vraie politique, de ce qu'il faut faire pour l'économie, pour le développement du pays, honnêtement. On n'en parle pas beaucoup. D'abord, ensuite, parce qu'on n'est pas dans les enquêtes et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Moi, le sentiment général, en fait. Le sentiment général, c'est qu'il n'y a pas grand-chose et qu'il n'y aura rien. Honnêtement, c'est le sentiment général. C'est ce que dit Binyamin Netanyahou. Oui, c'est ce que disent les gens aussi. Tous ceux qui connaissent Netanyahou savent que c'est une des personnes les moins corrompues au monde. Alors, que sa femme, lui moins, mais que sa femme aime la belle vie, c'est possible. Là, il y a un avocat dont on va parler ce soir, puisqu'il sera interrogé par Ilana Dayan dans l'émission Ouvda, qui est une émission assez connue et suivie. Il y a Comenrod, qui est l'avocat de la famille, on va dire l'un des avocats de la famille, parce qu'il y en a d'autres, qui dit qu'il reconnaît que Binyamin Netanyahou a certains goûts de luxe, comme les cigares, que dans le passé, ça lui a coûté cher. C'est pas un crime d'aimer les cigares. Effectivement, c'est pas un crime d'aimer les cigares, mais le problème est lorsque on reçoit des cigares gratuitement en échange. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une contrepartie? Est-ce que, par exemple, Binyamin Netanyahou a fourni des services à Arnon Milchan en échange de ces cadeaux qu'il aurait reçus de ce producteur? Écoutez, comme ça sonne ridicule. C'est le Premier ministre d'Israël, on lui donne des cigares, il va donner des choses en échange. Non, mais c'est la cour d'école. Soyons sérieux. Quand on parle d'affaires de corruption dans les autres pays, en France, on a connu beaucoup d'affaires de corruption comme Elf et compagnie. On parlait de dizaines ou de centaines de millions. C'est ça la corruption à ce niveau-là. Là, on parle de cigares, de bouteilles de champagne, de gens qui ont l'habitude de vivre dans le luxe. C'est ridicule. Personne ne va risquer sa carrière politique et aller contre la loi juste pour recevoir un cigare. Enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi. En dehors de ça, comment ça marche normalement la corruption, les enquêtes de corruption dans le monde entier? C'est qu'il y a on découvre quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est-à-dire que
C'est quoi la corruption? C'est qu'on donne quelque chose à quelqu'un qui a le pouvoir pour qu'il donne quelque chose en échange. En Israël, ça ne marche pas comme ça. Il suffit de recevoir quelque chose pour être considéré comme corrompu, même si vous n'avez rien donné en échange, ce qui est unique au monde. Le professeur Alan Dershowitz, qui est un des plus grands avocats et juristes américains au monde, expliquait que c'est quelque chose qui n'existe dans aucun pays. Il n'y a qu'en Israël où c'est comme ça, où on est suspecté de corruption juste pour recevoir un cadeau. Donc déjà, c'est très bizarre. Et là, la police fait une enquête. Il n'y a absolument aucun soupçon que Milchen ait reçu quelque chose de l'autre côté. Il a donné des cadeaux, donc maintenant ils font une enquête. Ils ont, si vous voulez, ils ont mis ils ont ciblé, et après ils cherchent autour. Ça n'existe pas. D'abord, on trouve la chose qu'il a reçue. Non, l'enquête part de l'inverse. On trouve ce qu'il a reçu qu'il n'aurait pas dû recevoir et on cherche où était la corruption. Mais on ne fait pas l'inverse. Là, ça n'a aucun sens. Et là, c'est des mois et des sommes faramineuses qui ont été dépensées par la police dans le monde entier pour chercher ce qu'il aurait pu avoir fait. Enfin, ça n'a aucun sens. On cherche absolument on cherche un délit. Ils n'ont pas, c'est pas qu'ils ont trouvé un délit. Ils n'ont pas trouvé de délit, donc ils le cherchent. Mais en fait, la police, je suppose qu'elle agit. Si elle agit comme cela pour le Premier ministre, je suppose qu'elle agit pour le commun des mortels. C'est peut-être sa manière à elle d'enquêter. C'est une manière extrêmement peu efficace, mais non, elle n'agit pas comme ça avec le commun des mortels. La police en Israël a une très mauvaise réputation d'inefficacité et qui est relativement justifiée. Et qu'est-ce qu'a fait la police d'ailleurs quand elle s'est aperçue qu'elle avait une mauvaise image auprès de la population? Elle a pris un conseiller qui est anti-Netanyahou, qui s'appelle Lior Horev. Oui, ça c'est juste une des choses. Oui, elle a pris un conseiller. Elle a surtout créé tout un marar d'Ovrout. Excusez-moi, j'ai plus. Oui, on va dire effectivement un département de porte-parole. Voilà, 180 policiers qui travaillent dans ce département. C'est de la folie. J'ai travaillé, moi, dans le domaine du porte-parole dans des ministères. Il y en a 1, 2, 3. La police a 180 porte-parole. Alors, combien de porte-parole a la police française? Aucun, parce qu'aucune police n'a de porte-parole. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ça. Et en plus de ça, elle a un conseiller médiatique qui s'appelle Lior Horev et qui est controversé. Controversé, c'est le mot est faible. Lui-même, il a créé une société avec le ministre du Tourisme, l'ancien ministre du Tourisme, Stas Michalnikov, qui a été condamné pour corruption. Il a travaillé avec Olmert, qui a été condamné pour corruption. Il a travaillé pour Kadima, où tout le monde a été condamné pour corruption. Lui-même, il était de Kadima. C'est quelqu'un qui est très impliqué politiquement, que j'ai personnellement connu il y a une quinzaine d'années. C'est un homme politique. Qui a une société Enfin, c'est très bizarre d'avoir pris cette personne. En plus, pourquoi la police a besoin d'un conseiller en communication au lieu d'améliorer leur service? Ça nous ramène aux accusations portées par Binyamin Netanyahou et par son entourage il y a quelques semaines concernant justement mais pas uniquement par lui. D'ailleurs, il y a un ancien haut responsable des enquêtes à la police. Son nom m'échappe, je suis désolé. Il a démissionné il y a quelques années. Il a été dans le journal Mida. Il a fait une longue interview où il a expliqué que les enquêtes sont motivées politiquement. Ils veulent abattre la droite et ils font des enquêtes uniquement pour abattre la droite. Et comment attendez. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu complotiste comme théorie. C'est-à-dire, pourquoi la police voudrait abattre la droite et si elle veut abattre la droite, il y a un ministre aujourd'hui de la Sécurité intérieure qui s'appelle Gilad Ardan, qui est du Likoud. C'est-à-dire, ça semble bizarre. C'est-à-dire, pourquoi la police voudrait abattre la droite? On n'est pas en France ou dans les autres pays. Ici, le ministre n'a à peu près aucun pouvoir et il peut dire ce qu'il veut et la police s'en fout. Genre, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la pratique. En Israël, le système est fait en sorte que ce sont les fonctionnaires qui gouvernent et les juges qui gouvernent et la politique. Enfin, difficile de dire que la police veut abattre la droite. Pas la police. Certaines élites au sein de la police et de la Praklitout veulent le parquet. C'est pas exactement la même chose, mais bon, veulent abattre la droite. Il faut les connaître personnellement. C'est un milieu. Ils pensent tous pareil. Ils viennent tous des mêmes zones géographiques. Bon, ça, c'est une accusation. Non, c'est pas une accusation que je porte, c'est une accusation que tout le monde sait. Regardez, chaque fois qu'il y a par exemple, un ministre de la Justice un peu gênant a été nommé, une enquête est ouverte subitement, refermée après parce qu'il n'y avait rien. On ne peut pas ne pas parler des enquêtes et ne pas évoquer, on ne peut pas parler des enquêtes et ne pas évoquer l'enquête 3000, qui est le dossier brûlant actuellement, parce que ce dossier, cette enquête sur les sous-marins allemands, sur la vente par l'Allemagne de sous-marins à l'État d'Israël, eh bien, touche les plus proches conseillers de Binyamin Netanyahou, qui sont interrogés depuis le début de la semaine, chaque jour, pendant de nombreuses heures. Il s'agit de David Shimron, il s'agit d'Yitzhak Molchot. Ce sont les deux hommes les plus proches de Binyamin Netanyahou. Comment est-ce possible que, je dirais, de deux choses l'une, soit Binyamin Netanyahou est impliqué, et ça serait presque d'une certaine manière logique, parce que il est proche de ses conseillers, soit il n'était pas au courant, et alors là, ça serait inquiétant pour un Premier ministre, c'est-à-dire de ne pas être tenu au courant, c'est-à-dire de savoir qu'il est isolé par ses propres conseillers de ce qui se passe. Donc, il n'y a pas une problématique là? Mais il n'était pas au courant de quoi? Je rappelle que d'abord d'un marché qui aurait été, on va dire, orienté en faveur d'une société allemande plus particulière, ThyssenKrupp.
ce sont les accusations qui sont portées pour l'instant. Qui sont portées par la presse, pas par les enquêteurs. Parce que pour l'instant, d'abord, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dedans. Je rappelle que les Allemands ont mené leur propre enquête. Ils n'ont strictement rien trouvé. C'est pour ça qu'ils ont validé le marché. Il n'y a strictement rien. Et apparemment, de ce qui sort, parce qu'évidemment, je ne suis pas dans l'enquête, et c'est une enquête où on ne sait pas grand-chose, de ce qui sort, apparemment, ce qui est reproché à ces gens, et ce qui est reproché... rappelons d'abord d'où ça vient. Ça vient ce qu'on appelle un aide Medina, un témoin à charge, on va dire. C'est une sorte de témoin à charge. C'est pas exactement la même définition. C'est quelque chose qui aussi, je crois, qui existe qu'en Israël, où c'est un témoin qui, en gros... change de bord. Et... Qui est impliqué dans il y a des soupçons sur lui... qui pèse contre lui. Il devient témoin pour l'État et en échange, on lui enlève pratiquement tout des accusations, ce qui fait évidemment ce qui donne envie de le faire. C'est des motifs pour accuser tout le monde, sauf lui. Ganor, qui est lui-même un escroc connu, un menteur pathologique, et donc il accuse tout le monde, plus ou moins. Il accusait la Terre entière. Donc il y a des gens qui ont été accusés dans cette histoire qui n'ont strictement rien à voir avec l'affaire des sous-marins, comme Maud Isenberg, pour une histoire de 15 ans auparavant, qui lui-même s'est retrouvé impliqué alors qu'il ne fait pas partie de l'enquête des sous-marins. De quoi sont-ils accusés apparemment, d'après ce que j'ai lu dans la presse, c'est de ne pas avoir déclaré aux impôts le deal. Enfin voilà, c'est de ce niveau-là. Il n'y a rien de particulièrement grave. Et en même temps que ça soit vrai d'ailleurs, parce qu'on n'en sait rien, tout le monde nie. Donc voilà, honnêtement, je ne sais pas plus que... Vous dites qu'il y a trop de suppositions et pas assez de faits concrets, on va dire. Oui, d'abord, normalement, on ne devrait rien savoir, mais malheureusement, on a des gens à la police qui adorent faire parler d'eux, qui adorent faire les gros titres des journaux, qui sont toujours à donner des informations, surtout si elles sont négatives pour le Premier ministre. On a eu, il y a cette semaine, un ancien conseiller de Netanyahou accusé de harcèlement sexuel, 40 fois interrogé par la police, 40 fois interrogé par la police, à la fin, rien. Évidemment, personne n'en a parlé. Alors, une dernière question, Benjamin Lashkar. Est-ce que finalement, tout ce à quoi on assiste, ce n'est pas le résultat de ce que l'on pourrait appeler l'usure du pouvoir? Binyamin Netanyahou est Premier ministre depuis 2009. Il a été Premier ministre une première fois pendant 3 ans, entre 1996 et 1999. Il est Premier ministre depuis 2009, ça fait 9 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'usure du pouvoir? Est-ce que finalement, Binyamin Netanyahou ne risque pas de porter atteinte au Likoud lui-même dans l'avenir, c'est-à-dire après moi le déluge, pourrait dire Binyamin Netanyahou, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il prépare de successeur, à moins qu'il considère qu'il va rester au pouvoir presque éternellement, pendant encore de nombreuses années. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Binyamin Netanyahou, de par son positionnement actuel, peut mettre en danger le Likoud comme parti du pouvoir pendant ces 10 dernières années? D'abord, c'est le peuple qui décidera au moment des élections s'il pense que le Likoud doit rester au pouvoir ou pas. Il n'est pas depuis si longtemps que ça au pouvoir. Je compare avec Tony Blair, Jacques Chirac, Mitterrand, Merkel. Ils ont tous été beaucoup plus que lui. Il y a rien d'extraordinaire à 9 ans de pouvoir. On n'est pas encore à 9 ans d'ailleurs. On est à 8 ans et demi, quelque chose comme ça. On verra. Et je pense que lui, oui, il veut rester encore 10 ans au pouvoir. Je ne pense pas qu'il restera encore 10 ans au pouvoir, mais je pense que lui, il veut rester encore 10 ans au pouvoir. La démocratie, c'est qu'il y a l'alternance. Un jour, le Likoud perdra les élections. Je veux dire, malheureusement, je ne suis pas pour, mais c'est inévitable. Non, mais il ne faut pas peut-être préparer une sorte de dauphin, préparer un leader Aucun leader ne prépare jamais de dauphin. C'est un peu une règle de politique de base. Mais il y aura des gens qui vont émerger. Il y a toujours des gens qui émergent à un moment ou à un autre. Honnêtement, je ne peux pas donner de nom. J'ai des gens qui sont peut-être plus dans la génération encore un peu trop jeune que je vois bien dans le futur. Mais vaut mieux pas que vous donniez de nom parce que ça ne ferait pas plaisir en haut lieu. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin Lashkar, d'avoir été avec nous, de nous avoir un peu éclairé, donné votre position sur ces enquêtes autour du Premier ministre. Je vous rappelle que le Premier ministre sera interrogé aujourd'hui par les enquêteurs de la police dans le cadre des affaires 1000 et 2000 le concernant. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliane Agurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.